des gratte-ciel scintillants qui déchirent le ciel de Lagos, des hubs technologiques à Nairobi qui rivalisent avec la Silicon Valley, des taux de croissance qui font pâlir d'envie les vieilles économies occidentales. Le 21e siècle devait être le siècle de l'Afrique. C'est l'histoire qu'on nous raconte, l'histoire d'un miracle économique. Mais sous le vernis des statistiques impressionnantes, une autre réalité se dessine. Une réalité de dette insoutenable, d'inégalités explosives et de souveraineté bradée. La dette publique du continent a plus que doublé en 10 ans, dépassant les 1000 milliards de dollars. Pour qui ce miracle a-t-il vraiment eu lieu? Et quel en est le prix réel? Au cours de cette enquête, nous allons déconstruire le mythe. Bienvenue dans la vérité sur le miracle économique africain. Pour comprendre le présent, un bref retour en arrière est nécessaire. Après des décennies de stagnation postcoloniale, souvent qualifiées de décennies perdues, le début des années 2000 a marqué un tournant. La flambée des prix des matières premières, alimentée par l'appétit insatiable de la Chine, a inondé le continent de capitaux. Le récit a changé. L'Afrique n'était plus le continent sans espoir, mais le dernier front de l'investissement. Des institutions comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, autrefois critiques, ont commencé à applaudir les réformes pro-marché. Les investisseurs se sont précipités. Et au centre de cette nouvelle dynamique, un acteur majeur a redéfini les règles du jeu, la Chine, avec ses projets d'infrastructures pharaoniques et ses prêts massifs, promettant un développement sans les conditions politiques de l'Occident. C'est sur cette vague d'optimisme que la légende du miracle africain s'est construite. Le tableau officiel est séduisant. Entre 2000 et 2018, le continent a affiché une croissance moyenne de près de 5% par an. Des pays comme l'Éthiopie, le Rwanda ou la Côte d'Ivoire ont enregistré des performances spectaculaires, souvent proches des 2 chiffres. Les magazines économiques internationaux ont multiplié les unes sur l'Afrique qui se lève. On nous a parlé de l'émergence d'une nouvelle classe moyenne, forte de plus de 300 millions de personnes, avides de consommation. Des centres commerciaux ultramodernes ont poussé comme des champignons dans les capitales, symbole de cette nouvelle prospérité. Le secteur des technologies n'est pas en reste, avec l'explosion de la finance mobile et l'émergence de licornes locales. Ce récit, soutenu par des chiffres solides, est devenu la doxa. Il a attiré des milliards de dollars d'investissements directs étrangers, créant un cercle vertueux. En apparence. Cette croissance a été matérialisée par des projets d'infrastructures visibles et impressionnants. De nouveaux aéroports, des autoroutes, des ports en eau profonde et des barrages hydroélectriques. Des projets essentiels, personne ne le nie. Le Rwanda, sous la direction de Paul Kagame, est souvent cité en exemple. Une nation transformée, propre, sûre, avec une administration digitalisée et une ambition claire de devenir le Singapour de l'Afrique. Le Ghana, fort de son pétrole et de sa stabilité politique, est devenu une autre coqueluche des investisseurs. Ces succès, bien que réels, ont été érigés en symbole de la réussite de tout un continent. Ils ont servi de preuve que le modèle de développement libéral, combiné à des investissements massifs, était la voie à suivre. Mais en se focalisant sur ces réussites éclatantes, les projecteurs ont laissé dans l'ombre les fondations fragiles sur lesquelles ce miracle reposait. La première fissure dans cette belle histoire, et la plus profonde, est la dette. Pour financer ces infrastructures et soutenir leur croissance, les États africains se sont massivement endettés. Mais la nature de cette dette a changé. Autrefois, ils empruntaient principalement auprès d'institutions comme la Banque mondiale à des taux très faibles. Aujourd'hui, ils se tournent vers les marchés financiers internationaux, émettant des euro-obligations à des taux d'intérêt bien plus élevés. Et bien sûr, ils empruntent à la Chine. Résultat, le service de la dette, c'est-à-dire les remboursements annuels, a explosé. Pour de nombreux pays, il absorbe désormais une part plus importante du budget que la santé ou l'éducation. C'est une bombe à retardement et nous avons déjà vu les premières détonations. La Zambie, le Ghana, l'Éthiopie, tous ont fait défaut sur leur dette ou ont dû la restructurer dans la douleur. Prenons le cas de la Zambie, un exemple d'école. Pays riche en cuivre, il a profité de la hausse des cours pour emprunter massivement, notamment auprès de créanciers chinois, pour construire des routes, des stades et un aéroport. Quand le prix du cuivre s'est effondré, et que la pandémie a frappé, le pays s'est retrouvé incapable de rembourser. En novembre 2020, la Zambie est devenue le premier pays africain à faire défaut sur sa dette souveraine à l'ère de la pandémie. Ce défaut a déclenché une crise économique profonde, inflation galopante, chute de la monnaie, coupe drastique dans les services publics. L'histoire de la Zambie n'est pas une anomalie, elle est un avertissement. Elle montre comment une croissance financée par une dette chère et opaque peut rapidement se transformer en un piège. Ramenant un pays des années en arrière, le miracle se transforme alors en mirage. Au cœur de cette nouvelle dynamique de la dette se trouve la Chine. Beijing est devenu le plus grand créancier bilatéral du continent. Sa stratégie, incarnée par les nouvelles routes de la soie, est simple en apparence.
La Chine construit les infrastructures dont l'Afrique a besoin et en retour, elle obtient un accès privilégié aux ressources naturelles et au marché, tout en garantissant du travail à ses propres entreprises de construction. Sur le papier, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Mais les critiques dénoncent des contrats opaques, des prêts qui favorisent les travailleurs et les matériaux chinois, et surtout un manque de transparence totale sur les conditions. Que se passe-t-il si un pays ne peut pas rembourser? Les clauses de confidentialité qui entourent ces prêts alimentent les pires craintes, notamment celle de voir des actifs stratégiques, comme un port ou une mine, passer sous contrôle chinois. Le chemin de fer reliant Mombasa à Nairobi, au Kenya, est un symbole parfait de cette ambivalence. Un projet de plusieurs milliards de dollars, financé et construit par la Chine. Il a indéniablement modernisé le transport dans le pays. Mais son coût a été faramineux, sa rentabilité est loin d'être assurée, et il a plongé le Kenya dans un endettement massif envers la Chine. Les termes du contrat de prêt sont secrets. Des rumeurs persistantes, bien que démenties par les autorités, suggèrent que le port stratégique de Mombasa aurait été mis en garantie. Vrai ou faux, ce cas illustre le dilemme. Le développement a un prix, mais quand le prix est une potentielle perte de souveraineté sur ses propres infrastructures critiques, la question se pose, est-ce du développement ou une nouvelle forme de colonisation économique, plus subtile mais tout aussi redoutable? Un autre pilier fragile du miracle est sa dépendance extrême aux matières premières. La plupart des économies africaines à forte croissance sont des exportateurs de ressources brutes. Pétrole au Nigeria et en Angola, cuivre en Zambie et au Congo, cacao en Côte d'Ivoire. Leur bonne santé économique est directement liée aux cours mondiaux de ces produits sur lesquels ils n'ont aucun contrôle. Quand les prix sont hauts, comme durant la majeure partie des années 2000, c'est l'euphorie. Quand ils chutent, comme en 2014, c'est la crise. Ce modèle économique, hérité de l'époque coloniale, n'a pas fondamentalement changé. Il empêche le développement d'une véritable base industrielle. Le continent continue d'exporter ses richesses à l'état brut pour importer des produits finis, beaucoup plus chers. C'est la malédiction des ressources, version 21e siècle. L'exemple du cacao est frappant. La Côte d'Ivoire et le Ghana produisent à eux plus de 60% du cacao mondial. C'est une industrie qui pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Pourtant, ces deux pays ne reçoivent qu'une infime fraction de cette somme, environ 6 milliards. La quasi-totalité de la valeur est ajoutée ailleurs, en Europe et en Amérique du Nord, où les fèves sont transformées en chocolat. Les cultivateurs, eux, vivent souvent dans une extrême pauvreté. Malgré des décennies de croissance, la structure de l'économie n'a pas changé. Le miracle n'a pas permis de construire les usines de transformation qui créeraient des emplois et capteraient la véritable valeur de leurs ressources. C'est le paradoxe d'un continent immensément riche, mais dont la population reste majoritairement pauvre. Cette absence de transformation structurelle mène directement au troisième problème fondamental, l'explosion des inégalités. La croissance a eu lieu, c'est un fait. Mais qui en a réellement profité? Les statistiques sont sans appel. Dans la plupart des pays, les riches sont devenus beaucoup plus riches, tandis que la pauvreté a à peine reculé pour la majorité. La richesse s'est concentrée entre les mains d'une petite élite politique et économique, souvent liée aux partis au pouvoir et aux entreprises étrangères. Cette élite vit dans des quartiers sécurisés, envoie ses enfants dans les universités occidentales et place son argent à l'étranger. Le continent perd chaque année des dizaines de milliards de dollars à cause de la fuite illicite des capitaux. C'est de l'argent qui devrait être investi dans les hôpitaux, les écoles et les infrastructures locales. Les symboles de cette Afrique à deux vitesses sont partout. À Luanda, la capitale de l'Angola, l'un des plus grands producteurs de pétrole du continent, des SUV de luxe parcourent des rues bordées de bidonvilles sans eau courante ni électricité. À Abidjan, des restaurants gastronomiques côtoient des quartiers où des jeunes diplômés luttent pour trouver un emploi. Cette croissance n'a pas ruisselé vers le bas, au contraire, elle a créé des fractures sociales profondes. Le sentiment d'injustice grandit, notamment chez une jeunesse de plus en plus éduquée et connectée qui voit la richesse du pays lui échapper. Ce ressentiment est un terreau fertile pour l'instabilité politique et les troubles sociaux. Le miracle économique cache une véritable bombe sociale. Ce phénomène est souvent décrit comme une croissance sans emploi. Les secteurs qui tirent la croissance, comme l'extraction minière ou pétrolière, sont très capitalistiques mais créent très peu d'emplois. La construction d'une autoroute ou d'un port emploie des milliers de personnes pendant la phase de construction, souvent des travailleurs étrangers, mais très peu une fois le projet terminé. Pendant ce temps, l'agriculture, qui emploie la majorité de la population, reste sous-développée et peu productive. Le secteur manufacturier, qui a été le moteur du développement en Asie, peine à décoller en Afrique. Handicapé par le manque d'énergie, la concurrence des produits importés et un climat des affaires souvent difficile. Sans création massive d'emplois formels, la croissance du PIB reste un chiffre abstrait pour des millions de jeunes qui entrent chaque année sur le marché du travail.
Le coût humain de ce modèle est immense. Derrière les pourcentages de croissance se cachent des réalités quotidiennes difficiles. Des millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité de manière fiable. L'accès à l'eau potable reste un défi majeur. Les systèmes de santé publique sont souvent défaillants, obligeant ceux qui le peuvent à se tourner vers des cliniques privées hors de prix. L'éducation, bien qu'en progrès, souffre de classes surchargées et d'un manque criant de moyens. Le miracle a construit des ponts et des routes, mais il a souvent oublié de construire des vies décentes pour la majorité de la population. La véritable mesure du développement n'est pas seulement le taux de croissance du PIB, mais l'amélioration tangible des conditions de vie de tous les citoyens. Et sur ce point, le bilan est beaucoup plus mitigé. Un autre aspect souvent ignoré est le coût environnemental. La course à la croissance et à l'extraction de ressources se fait souvent au détriment de l'environnement. La déforestation s'accélère pour faire place à des plantations d'huile de palme ou d'EVA. L'exploitation minière et pétrolière pollue les sols et les cours d'eau, affectant la santé et les moyens de subsistance des communautés locales. Les grands projets d'infrastructures, comme les barrages, déplacent des milliers de personnes et bouleversent des écosystèmes fragiles. Cette dégradation de l'environnement n'est pas un détail, elle compromet l'avenir à long terme du continent, notamment sa sécurité alimentaire et sa résilience face au changement climatique auquel l'Afrique est particulièrement vulnérable. C'est une autre dette invisible que les générations futures devront payer. La corruption endémique est le cancer qui ronge les fondations de ce miracle. Elle agit comme une taxe cachée sur chaque projet, chaque investissement. Des sommes colossales sont détournées à chaque étape, des appels d'offres pour les grands travaux aux contrats miniers. La corruption fausse la concurrence, décourage les investisseurs honnêtes et garantit que les projets ne bénéficient pas au public, mais à un petit réseau d'individus bien placés. Elle explique en partie pourquoi une route construite en Afrique coûte souvent plusieurs fois le prix d'une route similaire en Europe. Cet argent détourné, ce sont des hôpitaux qui ne sont pas construits, des enseignants qui ne sont pas payés et une confiance dans les institutions qui s'effondre. Sans une lutte acharnée contre la corruption, tout développement est voué à rester superficiel et inégalitaire. Alors, qui bénéficie de l'entretien de ce récit du miracle ? D'abord, les gouvernements africains eux-mêmes. Il leur permet d'attirer les investissements et les prêts et de justifier leur maintien au pouvoir. Ensuite, les institutions financières internationales, dont la crédibilité dépend du succès des politiques qu'elles promeuvent. Les grandes entreprises multinationales, qui profitent d'un accès bon marché aux ressources et à un nouveau marché de consommateurs, sont aussi de fervents promoteurs de cette histoire. Les cabinets de conseil et les banques d'investissement gagnent des fortunes en conseillant les gouvernements et en arrangeant les émissions de dettes. C'est une véritable machine narrative, une industrie de l'optimisme qui a tout intérêt à mettre en lumière les succès et à minimiser les échecs et les coûts cachés. Les médias internationaux jouent un rôle crucial dans cette construction. Ils simplifient des réalités complexes pour les rendre digestes à un public occidental. Le récit Africa Rising est une histoire facile à vendre, positive et pleine d'espoir. Elle contraste avec les anciennes images de famine et de guerre. Cette simplification, même bien intentionnée, est dangereuse. Elle masque les dynamiques de pouvoir, les inégalités et les risques. Elle crée une bulle d'optimisme qui peut éclater violemment lorsque la réalité économique rattrape la fiction. En se concentrant sur les entrepreneurs de la tech et les consommateurs de la classe moyenne, on oublie les centaines de millions de personnes qui sont laissées pour compte par ce modèle de développement. La démographie est souvent présentée comme le plus grand atout de l'Afrique. D'ici 2050, un quart de la population mondiale sera africaine. Une population jeune et dynamique. Ce dividende démographique pourrait être un moteur de croissance incroyable. Mais un dividende n'est pas automatique. Il peut aussi se transformer en une bombe démographique. Si des millions de jeunes arrivent sur un marché du travail incapable de les absorber, sans perspective d'avenir, cela crée une situation explosive. Le défi n'est pas seulement de faire croître le PIB, mais de créer des dizaines de millions d'emplois décents chaque année. Le modèle actuel, basé sur l'extraction de ressources et la dette, a prouvé son incapacité à relever ce défi monumental. Certains pays tentent cependant d'explorer d'autres voies. Le Botswana, par exemple, a réussi à bien gérer ses revenus diamantifères pour investir dans l'éducation et la santé, devenant l'un des pays les plus prospères et les mieux gouvernés du continent. Au Maroc, une stratégie d'industrialisation volontariste a permis de développer des secteurs à plus forte valeur ajoutée, comme l'automobile et l'aéronautique. L'Éthiopie a tenté, malgré ses énormes défis politiques, de suivre un modèle de développement dirigé par l'État, inspiré de l'Asie, en investissant massivement dans l'industrie légère. Ces exemples montrent qu'il n'y a pas de fatalité. D'autres modèles sont possibles, mais ils exigent une vision politique à long terme, une bonne gouvernance et une volonté de rompre avec les schémas de dépendance du passé. La récente pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine ont agi comme un puissant révélateur. Elles ont mis à nu la fragilité extrême de ces économies, la chute du tourisme,
L'interruption des chaînes d'approvisionnement, la flambée des prix des denrées alimentaires et de l'énergie ont frappé le continent de plein fouet. Les pays les plus endettés se sont retrouvés au bord du gouffre, incapables d'amortir le choc. Cette crise a brutalement mis fin à l'euphorie. Elle a forcé tout le monde à regarder au-delà des chiffres de croissance et à s'interroger sur la résilience et la durabilité réelle du modèle. Le miracle semblait soudain bien fragile. C'était un test de résistance et pour beaucoup, le résultat a été un échec. En fin de compte, le miracle économique africain n'est pas un mensonge total, mais une hyperbole dangereuse. C'est l'histoire d'une partie de la réalité, la partie la plus photogénique, qui a été présentée comme l'ensemble du tableau. Il y a eu une croissance réelle, des progrès indéniables, mais cette croissance a été construite sur des fondations instables, une dette risquée, une dépendance aux matières premières et des inégalités croissantes. Elle a enrichi une minorité tout en laissant la majorité dans l'incertitude. L'illusion n'est pas la croissance elle-même, mais la croyance que cette croissance, seule, suffirait à transformer durablement le continent. La réalité est que sans un changement de modèle profond, ce miracle pourrait n'être que le prélude à une nouvelle crise. Alors, que reste-t-il ? Le récit du miracle africain est en train de s'effriter, remplacé par une prise de conscience plus sobre des défis structurels. Le véritable enjeu pour l'Afrique n'est pas simplement de croître, mais de se développer. Cela signifie industrialiser, transformer ses propres ressources, créer des emplois pour sa jeunesse, renforcer ses institutions et lutter contre la corruption. Le potentiel du continent reste immense, peut-être plus grand que jamais. Mais pour le réaliser, il faudra plus que des gros titres optimistes et des prêts faciles. Il faudra des choix politiques courageux et une renégociation des termes de son intégration dans l'économie mondiale. L'avenir de l'Afrique, boom ou catastrophe, n'est pas encore écrit. Il se décide maintenant. Et vous, pensez-vous que l'Afrique peut briser ce cycle de dépendance et construire un véritable développement pour tous ? Partagez votre opinion dans les commentaires.